À ne pas manquer ce mois-ci, au Grand Cursus, les expositions Françoise Chaine et Topu, portrait de l'artiste à rebours, avec autour de l'expo le Cria-Musée, les ateliers du samedi et la performance lecture saxophone, mais aussi l'exposition Amstramgram. À la Beauvry, l'exposition Ars Mechanica, la force d'innover, et le 21 juin, pour fêter la musique, le salon d'écoute avec la médiathèque nouvelle. Et bien sûr, le ciné-musée. Bonjour à tous, ce mois-ci, ne manquez pas les expositions événements de cette saison. À la Beauvry, c'est l'exposition Ars Mechanica qui crée l'événement en célébrant les 135 ans du groupe FN Herstal. Celle-ci met en lumière l'héritage industriel et artistique du groupe, témoignant de ses innovations et de son savoir-faire. Adrien Marnat, commissaire d'exposition, nous dévoile la diversité des œuvres présentées. Donc la diversité de pièces que l'on rencontre dans l'exposition est assez importante. C'est même, on peut dire, hétéroclite en quelque sorte. Ça va du tableau, de la toile de maître, du Gustave Courbet, en passant par la mitrailleuse jusqu'à certains véhicules. Pour une raison très simple, elle dépeint en quelque sorte les deux cultures dont on avait parlé, la culture nord-américaine et la culture européenne autour des beaux-arts, mais aussi la notion des arts mécaniques, qui est en résonance avec le titre Ars Mechanica. Et donc cela va du moteur d'avion, en passant par la voiture, la moto, jusqu'aux armes à feu. Toujours à la Beauvry, dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945, le musée présente l'exposition Figures de résistance qui, à côté des œuvres acquises lors de la vente de Lucerne, propose des dessins réalisés par Jacques Hoc et José Fausti lors de leur détention dans les camps de concentration. Grégory de Sauvage, commissaire d'exposition, nous présente comment l'art a pu être un vecteur de résistance au sein des camps. Alors Jacques Hoc et José Fausti sont deux artistes qui ont été arrêtés, qui ont été enfermés dans des camps. Au camp de Buchenwald pour José Fausti et Jacques Hox, le fort de Brendonck. Ils en ont ramené des dessins et des croquis. Leur résistance est donc une résistance artistique. Comment est-ce qu'elle se manifeste alors? Tout d'abord en réalisant des œuvres qui seront des témoignages pour les générations futures, c'est le premier point. Et le deuxième acte de résistance, c'est d'être connecté à son humanité, puisque dans ces camps, il y avait des humiliations, il y avait évidemment des travaux très très accablants, on connaissait la faim, la soif, et donc on était déconnecté de qui on était réellement. Et donc finalement, l'art était une manière de rester humain dans ces conditions infernales. On reste à la Beauvry dans le cadre des fêtes de la musique le 21 juin. La médiathèque nouvelle et le musée vous proposent de découvrir leur playlist conçue pour vous accompagner dans votre découverte musicale du musée. Cette rencontre propose de découvrir les liens étroits entre art et musique lors d'une écoute commentée et partagée. Toujours dans le cadre des fêtes de la musique, les fonds patrimoniaux accueillent l'exposition La Gazette du Rock, 14 ans de bande dessinée espiègle et troglodyte. Fanzine créée en 2011, la Gazette réunit illustrateurs, chroniqueurs et artistes autour d'une vision espiègle et créative du rock. L'exposition met en lumière cette initiative locale à travers des œuvres originales et des objets variés, soulignant les liens entre le rock et la bande dessinée. Le Grand Cursus, quant à lui, accueille une exposition rétrospective consacrée à l'artiste belge Françoise Chaine, connue pour ses œuvres monumentales à base de carreaux de céramique et traitant principalement des droits humains. L'artiste nous raconte comment elle en est venue à travailler autour de cette thématique plus actuelle que jamais. J'ai commencé à travailler sur les droits humains, sur les droits de l'homme, je les appelle les droits humains aujourd'hui. C'est très important parce que je m'intéresse énormément aux villes. Et les villes, par définition, ont des habitants. Et ces habitants ont des droits et des devoirs vis-à-vis de cette même ville, et ce qui embraye sur la question de la citoyenneté, du rapport des uns avec les autres. Et voilà, c'était très naturellement que les droits humains sont rentrés dans les villes, puisque les villes portent des humains. Pourquoi les plans de ville et les frontières sont intéressantes dans mon processus de création? Parce que, bon, je suis une artiste plasticienne, mais j'ai une formation d'architecte, de urban designer. Et donc, naturellement, pour moi, les villes, c'était ma grande page blanche, comme pour tous les artistes. Donc ça, c'était vraiment important. Et j'ai commencé à travailler sur ces plans en essayant de comprendre qu'est-ce qu'ils disent plus que ce qu'il y a déjà. On voit des lignes, on voit des métros, on voit des rues, etc. Il y a d'autres choses cachées dans les plans. On analyse les plans. Paris est centralisé, c'est d'ailleurs un pays centralisé. New York est fait sur une grille, c'est un pays démocratique, si j'ose dire aujourd'hui, mais c'est inscrit déjà dans le dessin urbain. Et les frontières, c'est parce que j'ai vécu, je parlais de New York, mais c'est parce que j'ai vécu 11 ans à New York. Et quand on habite 11 ans à New York et qu'on est né en Belgique, en Europe, je dirais, eh bien, quelque part, on a une espèce de nostalgie de l'Europe. Pourquoi ? Parce que
En Europe, il y a combien de pays, il y a combien de langues, il y a combien de cultures, il y a combien de traditions. Enfin, je veux dire, on est multiples déjà nous-mêmes et on a appris à vivre ensemble et sans avoir aplati les cultures, si je veux dire. Les Polonais parlent polonais et les Flamands parlent flamand et les Italiens parlent italien. On leur permet à tous, on a tous le droit d'être qui on est. Et on n'a pas égalisé l'ensemble de la population. Et ça, je trouvais que c'est exprimé par les frontières, c'est exprimé par les différences. Et c'était très important pour moi, quand j'habitais aux États-Unis, de comprendre ça. J'ai compris aux États-Unis ce que c'était que l'Europe. Autour de l'exposition, chacun pourra créer à la manière de l'artiste lors du Créamusée du 1er juin pour les familles, mais aussi lors d'un cycle d'ateliers ado-adultes le 28 juin. Le 28 juin prochain, ne manquez surtout pas la performance autour de Françoise Shane, une lecture de texte inspirée par l'exposition et portée par Catherine Wilquin et les participants à la performance Je vous invite à la maison, menée en octobre dernier avec les publics de l'ASBL Intera. Les voix se mêlent aux notes du saxophone de Clément Dechambre pour une expérience sensible entre art et partage. Jusqu'au 29 juin, l'exposition Amstramgram au Grand Cursus met en valeur les gilets d'accompagnateurs du tram conçus par les étudiants de Helmo Mode à partir de textiles religieux désaffectés au culte. Ce projet mêle patrimoine, mode et durabilité en réinterprétant des savoir-faire anciens pour les adapter au monde contemporain. Une démarche créative, responsable et ancrée localement. On reste au Grand Cursus pour nos désormais traditionnels rendez-vous du musée. Le 8 juin, c'est la visite en famille qui nous emmènera à la découverte de la préhistoire lors d'une grande enquête à la recherche des objets quotidiens de nos ancêtres. Le 15 juin, c'est Isabelle Verhoeven, conservatrice du département du Var, qui nous invite en city trip verrier. Cette fois-ci, nous ferons escale en Italie, à la découverte notamment du verre de Venise. Je prends une œuvre d'art, je la regarde, je m'y intéresse, elle me pose des questions et puis je la remets en place. Enfin, le 18 juin, le dernier ciné-musée de la saison diffuse le film La collection qui n'existait pas de Joachim Hollender. En 2011, Herman Daled accepte de vendre sa collection d'art conceptuel au MoMA de New York. Le film retrace son parcours et explore les liens profonds entre l'homme et ce courant artistique majeur du XXe siècle. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres news des musées.